Bonjour à tous, donc je vais vous parler de la médecine hyperbare. Donc ça va être sur la Nouvelle-Calédonie, puis reprendre un petit peu le fonctionnement du caisson, parce que tout le monde n'est pas aguerri à ce fonctionnement. Donc le caisson hyperbare, ça date pas d'hier. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, je veux dire. C'est une spécialité qui est très ancienne. Au XVIIe siècle, il y a eu le premier caisson. Alors ça, c'est pas le premier. C'était un Anglais qui avait fait un caisson donc en 1662. Et ensuite, ça s'est développé. En France, ça c'est un caisson italien, c'est un caisson de Milan. Et c'est un caisson qui date de 1830-1840, où à l'époque, on faisait des bains d'air comprimé pour traiter l'asthme et la tuberculose. Donc voilà, ensuite ça s'est développé de plus en plus avec Paul Bert. Et d'ailleurs, c'est lui qui a découvert, en fait, qui a parlé du mal des caissons. C'était pas des scaphandriers, c'était sur les tubistes. Il s'était rendu compte que, en fait, dès qu'on les montait un petit peu trop vite, il y avait des soucis. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, c'est lui qui a décrit en fait les bulles d'azote, et ils ont commencé à parler de recompression. Bon, ça c'est caisson des années 60 où ça a commencé à être utilisé en pratique médicale. Depuis les années 60, ça s'est énormément démocratisé, donc on en parle à la télé. On en parle dans la presse écrite. Ça, c'est des articles sur le caisson de Toulouse, qui est très, très actif. On en parle évidemment dans les revues spécialisées pour les plongeurs. Maintenant, c'est acté, hein. Il n'y a aucun plongeur qui ne sait pas ce que c'est qu'un caisson hyperbare. On en parle aussi dans la presse médicale, parce qu'il y a quand même beaucoup de détracteurs sur la médecine hyperbare. Parfois, on passe encore un petit peu pour des charlatans auprès de certains professionnels, professionnels de santé. Et pourtant, bon voilà, même dans des revues qui sont reconnues, on en parle. Et puis là, c'est rigolo, il y avait une étude récente en rapport avec le Covid, où là, ils sont en train de faire une étude à Toulon, et ils se demandent si l'utilisation du caisson hyperbare permettrait d'éviter les passages en réanimation. Qu'est-ce que c'est un caisson hyperbare ? Je vais d'abord vous parler plutôt de celui de Nouméa, parce que c'est celui qui nous intéresse. Alors, celui de Nouméa, malheureusement, c'est pas vraiment le caisson qu'on voit dans les autres centres hyperbares, parce que nous, on a un vieux caisson. C'est un caisson de chantier des années 80 qui a été médicalisé. Alors, pendant 20 ans, il a servi à rien, hein. Il était dans un hangar à l'hôpital. Et puis finalement, en 2004, on s'est dit, c'est dommage, on a un caisson, il faudrait peut-être qu'il nous serve à quelque chose. Et du coup, on a commencé à faire mais uniquement les accidents de plongée jusqu'en 2007, où là, en fait, il y a une association qui s'est créée avec des professionnels du monde sous-marin, les professionnels plongeurs qui vont travailler sur les ports, sur les tuyauteries, dans les agoros par exemple, enfin voilà, sur les mines. Et donc c'est une association qui s'est créée avec du coup des techniciens de médecine hyperbare et des médecins du CHT. Donc depuis 2007, on a cette convention et on travaille avec eux. Ils fournissent la partie technique et nous, on fournit la partie médicale. Donc depuis 2007, on a pas mal, vous verrez, augmenté l'activité, bien qu'il est situé sur le port à sec de Nouville, dans un tout petit hangar. Donc voilà, là c'est l'intérieur. C'est un caisson qui est vraiment minuscule. On a une place allongée et puis parfois on met deux personnes assises. Enfin, on fait un maximum quasiment de 3 ou 4 patients parce qu'on les met sur des pliants de plage, hein. Et du coup, comprenez bien que quand on a des patients lourds de réanimation ou qui sont équipés avec des voies centrales, des pleurocates, c'est un petit peu compliqué, d'autant qu'on est quand même à 11 km du Medipôle et donc d'un service de réanimation ou d'urgence.
et que le SMUR, il y a 2 équipes de SMUR pour tout le territoire. Donc quand on a un petit souci ou qu'on a besoin d'un transfert médicalisé, c'est un peu compliqué. Le caisson, ça mobilise, voilà, il y a 27 personnes qui travaillent 7 jours sur 7, H24 au caisson. Donc 6 superviseurs, donc ça c'est la partie technique. En cas de panne, c'est eux qui sont là pour vérifier aussi les bouteilles, les gaz, l'oxygène. Il y a 9 infirmiers qui sont, je crois aujourd'hui maintenant, tous des infirmiers en fait du Medipôle, qui sont soit des IAD, soit des infirmiers qui travaillent en réanimation, soit des infirmiers qui travaillent dans le service des urgences et qui font ça sur leur temps de repos, puisque le fonctionnement du caisson n'est pas intégré au Medipôle. Et il y a 12 médecins, j'ai mis quelques pointillés, parce qu'aujourd'hui, sur les 12 médecins, on a encore 2 médecins ex-réanimateurs retraités qui continuent à faire des vacations au caisson. On a 3 ou 4 médecins qui sont à mi-temps. Enfin, ça commence à être un petit peu compliqué de remplir. Et puis, il devait y avoir une formation à la fin de l'année, mais malheureusement, pour cause de Covid, elle n'aura pas lieu et sera reportée probablement à l'année prochaine. Voilà, pour la petite histoire. Qu'est-ce que c'est que la médecine hyperbare? C'est quoi? En fait, on fait respirer de l'oxygène pur par l'intermédiaire d'un masque dans une atmosphère comprimée, c'est-à-dire une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes, il y a 2 effets qui sont importants. D'abord l'effet pression et puis l'effet oxygénothérapie. L'effet pression, vous voyez que quand on passe de la surface à moins 10 mètres, on a un volume des bulles qui diminue de 50%. Donc c'est l'effet recherché quand on a les accidents de décompression. On essaye de diminuer les bulles d'azote pour qu'elles puissent à nouveau circuler et être éliminées. Et cet effet-là, il est intéressant jusqu'à à peu près 40 mètres. Il est surtout important donc, entre 0 et 10 mètres, puisque c'est 50%. Après, la diminution du volume des bulles est moins importante et elle devient négligeable au-delà de 40 mètres. Donc en fait, de toute façon, quand on fait des recompressions des plongeurs, on fait des recompressions qui sont finalement pas très profondes, rarement au-delà de 30 mètres. L'effet oxygénation, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, c'est la loi de Henry qui dit que en fait, la quantité d'oxygène dissous dans le sang, elle est proportionnelle à sa pression partielle. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va chercher comme effet? On va augmenter l'oxygénation tissulaire, parce que finalement, l'oxygène, il circule sous 2 formes. Il circule sous une forme couplée à l'hémoglobine et puis sous une forme dissoute. Mais la forme couplée à l'hémoglobine, au bout d'un moment, il y a 15 grammes d'hémoglobine. Une fois que les 15 grammes d'hémoglobine sont saturés, qu'on mette sous pression ou pas, ça n'augmentera pas. C'est ce que montre ce tableau. Donc, en normobarie, on va avoir 20 millilitres pour 100 millilitres d'hémoglobine qui vont être disponibles. Et vous voyez que quand on augmente la pression, qu'on met à 10 ou à 20 mètres, ça augmente pas. Par contre, on va augmenter l'oxygène dissous, l'oxygène tissulaire. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse en fait dans l'utilisation du caisson hyperbare. Le fait de mettre le tissu et les vaisseaux en milieu hyper oxygéné, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les tissus sains, on va avoir une vasoconstriction qui va permettre de redistribuer en fait l'oxygène dans les tissus avoisinants et notamment augmenter du coup l'oxygénation au niveau des tissus lésés. Donc ça va permettre cette oxygénation tissulaire et cet oxygène qui est dans les tissus, c'est de l'oxygène qui est disponible tout de suite pour les tissus et pour les cellules, contrairement à l'oxygène qui est couplé.
On va avoir également une diminution de la transudation capillaire, ce qui va permettre d'avoir un rôle anti-œdémateux, et puisqu'on va avoir aussi une réduction des pressions au niveau de l'interstitium, qui va permettre en fait d'avoir cet effet anti-œdème. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va augmenter aussi la distance de diffusion, bah oui, puisqu'on aura une vasoconstriction qui va se faire au niveau des tissus sains et pas au niveau des tissus lésés, et donc on va avoir du coup cette oxygénation tissulaire. Cet effet, en plus, il est intéressant parce qu'il y a une certaine rémanence qui dure à peu près 3-4 heures, d'où l'intérêt de faire plusieurs séances par jour et pas une seule comme ce qu'on fait actuellement, puisqu'on est limité en termes de possibilités vu nos conditions de caisson. Ça a également un effet sur les synthèses cellulaires, sur la synthèse des fibroblastes. Ça améliore en fait du coup par la synthèse des fibroblastes la production de collagène, et ça facilite du coup les phénomènes de réparation au niveau du tissu conjonctif, et donc on améliore la cicatrisation des plaies. On va avoir aussi un effet sur les facteurs endogènes vasculaires, et donc on va avoir une néo-angiogénèse, ce qui nous intéresse au niveau des tissus lésés, puisque on essaye bien sûr de lutter contre l'hypoxie. On va avoir également un effet bactériostatique et bactéricide. Alors, bactériostatique, alors évidemment la toxicité directe de l'oxygène sur les germes qui sont anaérobies, mais pas que, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les germes aérobies également ont une diminution de leur croissance quand on met les gens sous pression. Alors ça n'a pas un effet bactéricide et bactériostatique seuls, mais ça permet de potentialiser également enfin, je veux dire, on ne peut pas faire un traitement seul de caisson hyperbare, évidemment, dans les infections, mais ça potentialise l'effet également des antibiotiques. Ça améliore la phagocytose. Et puis ça augmente la production de radicaux libres, qui permet à l'organisme de mieux se défendre contre les infections. Du coup, de ces modes de fonctionnement découlent des indications. Donc les indications, elles sont reconnues depuis 2007 par l'HAS, et puis la dernière conférence de consensus européenne, elle date de 2016, où là, en fait, on a revu un petit peu la classification, et notamment certaines pathologies qui sont passées en recommandation de type 1, notamment je pense aux surdités brusques. Voilà, il y a eu pas mal d'études récentes, 2019-2020, qui montrent que ça fait mieux que les corticoïdes tout seuls. Alors avant on parlait de 15 jours, finalement maintenant on dit que c'est mieux dans les 10 premiers jours d'adresser les surdités brusques, de ne plus attendre l'inefficacité des corticoïdes pour les adresser aux caissons hyperbares, et on a de bons résultats. On fait une dizaine de séances, on refait le point, et c'est rare qu'on ait besoin de prolonger. Soit ça n'a pas marché, soit ça a bien fonctionné. Ça fonctionne surtout pour des surdités qui sont sévères, c'est-à-dire qui ont plus de 90 dB de perte. Ceux qui ont moins de 60, ils se sont rendus compte que le caisson n'était pas bien efficace. On ne sait pas bien pourquoi, mais en tout cas le but étant d'améliorer en fait l'oxygénation intracochléaire. Après les autres, l'intoxication au CO, ça fait longtemps, voilà, c'est toujours utilisé. Prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire. Alors c'est après et avant, on fait quand même une dizaine de séances avant, et puis on refait une dizaine de séances après. Tout ce qui est pathologie post-radique, on a des bons résultats. On a des gens qui... Alors, par contre, ça nécessite quand même un plus grand nombre de séances. Souvent, c'est plutôt une cinquantaine de séances. Voilà, mais entre 30 et 50 séances, on a quand même des bons résultats. L'embolie gazeuse, on en a eu une l'année dernière. Bon, c'est rarissime. Et puis, les accidents de décompression,
vous verrez que sur les statistiques, bah, c'est utile, hein, c'est le traitement, mais que heureusement on n'en a pas tant que ça. Alors on n'a pas de niveau de preuve A. Bah, c'est un petit peu compliqué les études en double aveugle pour mettre les gens en pression, parce que simuler une mise en pression, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc bon voilà, c'est pour ça, mais il y a de plus en plus de centres hyperbares qui sont actifs pour faire des publications, et notamment Genève, Toulouse, Lille, Marseille, qui est notre correspondant. Voilà l'étape thérapeutique qu'on va utiliser. Donc en fait, on descend en environ une quinzaine de minutes. Donc on fait 1 mètre minute. Ça évite les barotraumatismes. Et puis ça permet aux gens de faire des valsalva de façon assez tranquille. Ensuite, ils restent au fond à peu près un peu moins d'1 heure. Et puis on remonte tranquillement. Pareil sous oxygène. Donc 2,5 ATA, ça correspond à 15 mètres de profondeur. On utilise l'effet cumulatif que je viens de vous décrire. Et puis, idéalement, la plupart des pathologies nécessitent 2 séances par jour, ce qui, pour le moment, n'est pas possible sur le site de Nouville. Bon, un petit graphique quand même pour vous montrer, depuis 2007, entre 2007 et 2019, les équipes se sont mobilisées. Alors le petit boom de 2017, c'était au moment du déménagement. On nous avait promis un caisson au Medipôle. Du coup, les gens ont un petit peu plus entendu parler de la médecine hyperbare, et c'est vrai qu'on a été un peu plus sollicité. Voilà, là j'ai pas mis 2020, mais 2020 va s'approcher de 2019, parce que l'année n'est pas terminée, on est déjà à presque 600 séances. Donc, et malgré l'arrêt, le ralentissement au moment du Covid. Donc, comme vous voyez, hein, les plongeurs, ça reste à peu près stable. Et en fait, ça représente que 15% de notre activité. Donc ça, c'est les chiffres 2019. Donc, moyenne d'âge des plongeurs, c'est 40 ans, avec des médianes plus de 27 à 54 ans. Les patients médicaux sont un petit peu plus âgés, moyenne d'âge à peu près 54 ans, et avec des médianes entre 19 et 85 ans. Donc comme vous voyez, le recrutement, alors en nombre de séances, correspond à peu près au nombre de patients. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est surtout des plaies, des retards de cicatrisation et des infections des tissus. Alors, le pied diabétique n'est pas en type 1. Or, la CAFAT nous autorise uniquement les types 1, donc on fait des ententes préalables. Mais du coup, parfois, les pieds diabétiques, ça passe, en fait, comme c'est des surinfections de tissus, on a quand même pas mal de patients diabétiques qu'on passe qui peuvent bénéficier du caisson hyperbare. Alors j'ai oublié de mettre l'année dernière l'embolie gazeuse, mais c'était un patient. Alors je vous ai fait quelques photos, donc avant, après, mais en gros c'est un peu hard quand même. Mais donc ça c'est homme de 55 ans, diabétique, retard de cicatrisation, 30 séances d'hyperbare. Donc voilà. Là, c'est les calciphylaxies où les néphrologues nous en envoient pas mal. Donc là, c'est plutôt 60 séances, mais en fait, c'est une patiente qui avait des lésions qui étaient bilatérales, qui étaient vraiment sévères. Donc on l'a caissonné, on a fait plusieurs séries de caissons, parce qu'on a eu une première série en début d'année avec des lésions qui avaient cicatrisé, puis des récidives, et puis comme ça avait fonctionné, ils nous ont réadressé cette patiente, donc on l'a re-eu pour des deuxièmes séries. Ça c'est une fasciite nécrosante, donc 30 séances. Donc ça correspond à pas beaucoup de temps, hein. On fait 10 premières séances d'affilée sur les 10 premiers jours, et ensuite on fait 5 séances par semaine, donc des bons résultats en quelques semaines. Ça c'est un retard de cicatrisation. On a eu des bons résultats en une quinzaine de séances. Une fois que la plaie bourgeonne, tout ça, on arrête les séances.
Là, on a fait une préparation de greffe chez un patient de 86 ans, donc des bons résultats au bout de 20 séances d'hyperbare. Et puis, ça, c'est un pied diabétique, donc un mal perforant plantaire, où on a eu des bons résultats couplés à l'antibiothérapie pour 20 séances d'oxygénothérapie hyperbare. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir une unité de médecine hyperbare. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le caisson, en fait, dans la médecine hyperbare. Donc ça, c'est notre activité hospitalière, où on va prendre les patients chroniques, donc pour toutes les pathologies que je vous ai déjà citées, et puis les urgences, donc l'accident de décompression, intox-CO, embolie gazeuse, mais également en fait on voudrait pouvoir développer un petit peu plus l'activité extra-hospitalière qui est faite aujourd'hui un petit peu en dilettante. On n'a pas de locaux, on n'a pas vraiment de créneaux, donc en fait on a les angiologues font appel à nous de façon un peu ponctuelle pour les recherches de FOP au cabinet. On ne peut pas faire le suivi des patients parce qu'on n'a pas vraiment de local, pas d'endroit de consultation, donc on adresse nos patients après sur les quelques médecins hyperbares qui sont installés en ville et qui ne sont pas des médecins de spécialité, parce que du coup on a besoin que ce soit quand même des médecins généralistes. Il y a un peu plus d'ORL. On voudrait faire les consultations d'aptitude à la plongée, parce que c'est intéressant et ça fait partie de l'activité. Et puis on a quand même une activité auprès des clubs de plongée à qui on fait des rappels de procédures, des rappels de traitement, de mise en alerte pour que les choses soient bien faites. Mais bon, on y croit, on est confiant. Voilà, demain, au Medipôle, on devrait avoir un vrai caisson hyperbare médical, où là, ce sera vraiment une chambre type hospitalière, où on pourra rentrer les lits de réanimation et du coup, ne pas récuser des patients qu'on est obligé de récuser aujourd'hui pour des problèmes techniques. Donc ça va être un caisson multiplace, donc modulable, avec soit des places assises, soit des brancards, soit les deux, avec toujours le SAS, équipé avec des surveillances des systèmes de surveillance et bien sûr la place pour les accompagnants. Alors les accompagnants, on accompagne les patients pendant les premières séances en totalité, et puis ils sont rapidement autonomes, et donc on les surveille par un hublot, et bon là ce sera bien plus perfectionné, on aura des caméras et des télés de surveillance, mais du coup on les surveille pendant toute la séance, et bien sûr à tout moment on a un SAS qui nous permet d'être là en quelques minutes, parce que quand on descend avec le SAS, on descend pas en 15 minutes, hein, on descend en moins d'une minute, on est descendu et on arrive auprès des patients. Là, c'est les locaux qui existent déjà en fait au Medipôle et qui pourront accueillir. Donc là, on aura des bureaux, des vestiaires, et on pourra faire de la médecine de hyperbare plus variée qu'aujourd'hui. Je ne vais pas dire de qualité, parce que je pense qu'on fait déjà un travail de qualité, mais en tout cas, on pourra faire les choses de façon un petit peu plus élargie. Voilà, la médecine, une bouffée d'oxygène, un soin 100% bio qui n'a pas fini de nous révéler ses vertus. Dixit le docteur Mathieu Coulange, qui est le chef de service de Marseille, avec lequel on a l'habitude de travailler. Je vous remercie.